voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle émission de Voyage extraordinaire dans le monde des sciences. Et aujourd'hui, notre invité est Jean-Rénal Dedrezy. Bonjour. Bonjour. Et nous allons traiter un sujet qui concerne, je pense, tout le monde, qui est le sujet de l'eau, qui revient régulièrement dans les actualités et sur différents continents, sous différentes formes. Et donc, ça nous permet de comprendre un petit peu mieux quels sont les besoins, les enjeux, les risques qui se posent pour nous. Mais d'abord, l'habitude de l'émission, c'est de se connaître un petit peu mieux, en particulier pour nos jeunes auditrices et nos jeunes auditeurs, savoir un peu quel chemin, finalement, a mené à un métier, aujourd'hui, de directeur de recherche CNRS, dans un domaine qui relève des géosciences, je crois, et en particulier, donc, dans le cadre rennais de l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes. Alors, Jean-Rénal Dedrezy, c'est un nom qui vient d'où, ce nom ? C'est un nom qui vient de la Nièvre. On est originaire du nord du Massif central. C'est une région qui est, somme toute, une région fort agréable, un peu éloignée de la Bretagne, mais qui partage nombre de qualités, notamment cette qualité d'être un territoire en grande partie rural. Et c'est cette partie rurale aussi que je trouve intéressante dans le territoire. Et donc, l'enfance a été dans un petit village ? Alors, donc, je suis parisien, j'ai grandi, vécu à Paris, j'ai fait mes études à Paris avant de venir faire ma thèse ici à Rennes. Je suis à Rennes depuis 1995 maintenant, où avec bonheur, j'ai découvert cette unité Géosciences Rennes dans laquelle je travaille toujours. À l'époque, on était 2 ou 3 à s'intéresser à des questions d'eau. Et aujourd'hui, on est 50, 60 à travailler sur ce sujet. Oui, alors on va y revenir. Donc ça veut dire une scolarité quand même citadine, mais avec des racines rurales qui voulaient dire, par exemple, des vacances l'été chez les grands-parents, et donc la connaissance des deux milieux, ou alors vraiment une enfance citadine, complètement citadine. Je suis citadin, mon origine, clairement, c'est d'être... et d'avoir fait des études d'ingénieur. Je suis ingénieur au départ. Et c'est cette filiation d'ingénierie qui m'a mené très naturellement vers la recherche et je garde cet esprit d'ingénieur. Je reste dans l'idée qu'un problème appelle des solutions. On y reviendra tout à l'heure parce que les solutions dans le domaine de l'environnement ne sont pas celles de l'ingénierie. Ceci dit, mon travail et le travail du chercheur tel que je l'exerce aujourd'hui, c'est celui de chercher des moyens d'avancer face à des problématiques environnementales qui sont difficiles, dans lesquelles il y a beaucoup d'incertitudes. L'incertitude n'est pas du domaine de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est du domaine de la précision. Et une grande partie de mon travail, c'est ça. C'est de pouvoir faire correspondre des solutions qui doivent marcher. L'eau, on en a besoin. L'alimentation, elle doit être continue. Et d'un autre côté, il y a des aléas. Ils ne sont pas uniquement climatiques, ils sont aussi sociétaux, ils sont naturels. Comment faire correspondre la nécessité de la précision de l'ingénierie, et puis cet enjeu des incertitudes, des aléas et des évolutions naturelles. D'accord, alors on va essayer de rentrer vraiment dans la matière, mais le choix de l'orientation géosciences ou sciences de l'univers était quelque chose qui remontait à très très loin, dans une passion déjà de l'enfance, un intérêt particulier pour la nature ou pour... D'où est venu ce choix finalement ? Est-ce qu'il remonte à loin ou est-ce qu'il a été finalement une découverte plutôt... Ce que j'ai souhaité faire, c'est avoir un métier qui soit en relation avec un domaine qui soit essentiel à l'humain. D'accord, donc ça c'est un choix fort. C'est un choix essentiel à l'humain et d'essence technique, d'essence scientifique. Dans le sens technique, mes études sont des études d'ingénieur.
Et ce sont des études qui m'ont permis de voir que des compétences que je pouvais exercer, qui étaient celles de la science, celles des mathématiques, de la physique, de la chimie. Et c'est ça que j'apprécie. Je continue à apprécier, je continue aujourd'hui à exercer en tant que mathématicien, physicien, quand je le peux. Et j'ai cherché à la fois dans ce domaine d'un exercice technique et puis dans le domaine qui est important pour l'humain. Et l'eau correspondait bien à cette interface, intersection entre des besoins qui sont des besoins humains essentiels et puis un métier qui me permettent d'exercer les compétences qui sont les miennes d'ingénierie. Pourquoi l'arrivée à Rennes ? Parce que sur ce terrain de base, ça pouvait être partout en France. Pourquoi Rennes ? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ? Oui, deux raisons. La première, c'est que le territoire breton, la Bretagne, est un territoire qui est attaché à la question de l'eau. Pour plein de raisons. Pour des raisons qui sont liées, et on le sait, depuis plusieurs décennies, à la qualité de l'eau, aux épisodes d'algues vertes, on en reparlera probablement. Et puis également parce que l'université de Rennes a décidé très tôt de s'intéresser à cette question de l'eau. Et ça, c'est une qualité des centres universitaires de pouvoir construire, élaborer le domaine des recherches. Et ça se fait pas juste en quelques années, ça se fait en plusieurs décennies. Oui, tout à fait. Alors, avant de rentrer dans un certain nombre d'éléments plus précis, plus détaillés, comment comprendre ce que vous appelez, je crois, le cycle de l'eau ? Est-ce qu'on peut avoir une vision un peu de ce que recouvre ce cycle de l'eau qui nous concerne évidemment directement ? Oui, le cycle de l'eau, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt. Dans nos études, on commence à le voir dès le primaire, et tôt dans le primaire. Et le cycle de l'eau, ce qu'on voit, c'est directement les précipitations, le ruissellement, ce ruissellement qui va dans les rivières qui se jettent dans les océans, l'évaporation sur les océans, également sur les continents, et le cycle est bouclé. Dans cette vision, il y a deux choses qui me manquent cruellement. Il y a à peu près une dizaine d'années, des collègues ont fait une étude qui ont regardé l'ensemble des schémas des cycles de l'eau qu'on peut trouver, à la fois dans les écoles, mais aussi dans les livres. Et ils sont aperçus de deux grands facteurs manquants qui sont absolument essentiels. Le premier, c'est toute la partie souterraine du cycle de l'eau, toute la partie des nappes phréatiques, les aquifères, comme on dit de façon plus scientifique. Et cette partie souterraine, elle est d'autant plus importante que les stocks d'eau douce, aujourd'hui, sont essentiellement dans les aquifères. Ce sont les aquifères qui sont nos châteaux d'eau. Les vrais châteaux d'eau, ce sont les aquifères. C'est une belle image inversée, ça. Et la deuxième raison, le deuxième facteur, généralement manquant, c'est l'humain. L'humain est devenu une force dominante du cycle de l'eau. Et c'est lui qui va, par son utilisation, par ses rejets, modifier le cycle de l'eau. C'est parce qu'on utilise cette eau, parce qu'on la rejette, qu'aujourd'hui, on a un cycle qui est profondément modifié. Le cycle naturel, à part quelques endroits très spécifiques sur Terre, n'existe plus. Le cycle qu'on connaît aujourd'hui est un nouveau cycle. Et c'est aussi cette nouveauté qui demande d'être investiguée. Alors, en fait, c'est à nos portes que la plus grande inconnue se trouve. On parlait tout à l'heure d'aventure, de voyage. Le voyage que nous faisons, c'est ce voyage vers l'inconnu qui n'est pas loin de chez nous, qui est au contraire à nos portes. Alors, nouveauté du cycle de l'eau, on va peut-être essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais comment il s'observe, ce cycle de l'eau ? On a des capteurs. Alors, la pluie, évidemment, je pense que tout le monde sait pouvoir la mesurer en mettant un petit récipient dehors et en mesurant après la profondeur de l'eau collectée. Mais par exemple, les eaux souterraines, comment les mesurer ? Les variations entre l'eau salée, l'eau
l'eau non salée. Comment on peut mesurer finalement les variables qui tournent, qui caractérisent le cycle de l'eau? Oui, on a des moyens, je suppose, nouveaux aussi. Les moyens sont à la fois des moyens traditionnels et des moyens nouveaux. Le moyen traditionnel, c'est de forer un puits, piézomètre, dans lequel on va mettre une sonde, un capteur. Ce capteur mesure la hauteur d'eau dans le puits, et la hauteur d'eau dans le puits nous renseigne sur une propriété de la nappe phréatique, son remplissage, l'évolution de son remplissage, du volume, qui naturellement est variable saisonnièrement. Il y en a plus à la fin de l'hiver, au moment où les nappes se sont rechargées, moins à la fin de l'été, de la période, nous, ce qu'on appelle la période d'étiage, la période où les flux, où les précipitations sont basses. Et donc, ces variations sont effectivement observables de cette façon-là. Vous voyez ce que c'est qu'un puits ou un piézomètre, c'est quelque chose qui est très ponctuel. L'un des grands enjeux, c'est de pouvoir passer de ces mesures ponctuelles à des mesures qui sont représentatives sur un territoire. Et une mesure qui est réalisée à un endroit peut être très différente de ce qui se passe 1 kilomètre plus loin. Et c'est cette forte hétérogénéité qui est la marque des aquifères. Les aquifères ne sont pas distribués de façon uniforme, loin de là. De même que les précipitations dont vous parliez sont extrêmement hétérogènes, non uniformes. Typiquement, quand il peut pleuvoir chez vous, chez votre voisin qui habite 1 kilomètre, il peut ne pas avoir plu du tout. Et c'est cette hétérogénéité des précipitations, des ressources, qui est la marque de l'eau. On va en reparler régulièrement. La répartition est tout sauf démocratique. Donc c'est un vrai défi du point de vue de l'observation, alors. C'est un défi du point de vue de l'observation, et de la mesure. Un défi du point de vue de la mesure, un défi du point de vue de la modélisation et un défi du point de vue de la gestion. L'inégalité est la marque de fabrique de l'eau dès le départ, dès ce qui est du domaine de l'alimentation des territoires. Et est-ce qu'on peut quand même avoir une mesure globale, je dirais, peut-être à l'échelle de région, à l'échelle de pays? Est-ce que ça a du sens, d'ailleurs? Peut-être que ça n'en a pas, étant donné l'hétérogénéité des choses. Mais quand même, on brasse dans le monde une quantité d'eau, alors sans parler de la mer, qui est une planète bleue. Pour Paul Tréguer, qui est océanographe, pour lui, la Terre est une planète bleue. Est-ce qu'on peut avoir aussi une idée de tout ce qui circule, finalement, du point de vue de l'eau dans le monde? Ou c'est impossible d'avoir des choses très précises sur ça? Les estimations ont été réalisées et ces estimations sont intéressantes. Elles sont imprécises. Je ne dirais pas qu'elles sont fausses. Elles sont imprécises. Ceci dit, elles sont fort intéressantes. Et notamment vis-à-vis de la question des limites planétaires. Un collègue suédois, Johan Rockström, a défini dans à peu près une trentaine d'années, 9 limites planétaires, dont l'une concerne l'eau douce, l'utilisation de l'eau douce. Les autres concernent la biodiversité, concernent également l'azote et le phosphore, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette limite planétaire, c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser pour rester dans un domaine d'opération sûr pour l'humanité. La limite planétaire eau a été dépassée en 2023, il y a à peu près 1 an et demi. La raison de ce dépassement, c'est une utilisation de plus en plus importante. Et ça, on le sait, que l'utilisation est extrêmement forte. L'intérêt de ces référentiels de Johan Rockström, c'est de pouvoir se rendre compte qu'il y a un dépassement, de pouvoir relier ce déplacement à d'autres, celui de la biodiversité, celui du cycle de l'azote et du phosphore. Et finalement, dans l'estimation, ce qui est le plus important, c'est l'évolution de l'utilisation des ressources. L'hétérogénéité est extrêmement forte. On regarde par exemple le taux d'utilisation qu'on peut avoir de l'eau d'une nappe phréatique par rapport à son taux de recharge. Combien est-ce qu'on pompe par rapport à combien se recharge, combien arrive dans la nappe. À certains endroits du globe, par exemple dans le nord-est de l'Inde, ce taux-là peut être de l'ordre de 50. On utilise 50 fois plus d'eau que ce qui remplit l'aquifère. En Égypte, dans le bassin versant du Nil, on est à des facteurs de 30.
Le facteur moyen sur la planète, c'est de l'ordre de 3,5. En Bretagne, ici, notre eau, elle vient essentiellement de captages qui sont en surface. Et donc, on est moins dans cette gamme-là. Ceci dit, clairement, sur la Terre, on utilise plus d'eau que finalement les aquifères peuvent fournir. D'accord, donc ça veut dire que un déficit peut être très important à certaines périodes de l'année. Mais l'utilisation, quels sont les utilisateurs principaux? Est-ce que c'est nous, citoyens du monde, ou est-ce que c'est l'industrie, ou quels sont les grands demandeurs, les grands consommateurs d'eau? Les usages sont très différenciés sur la planète en fonction des régions. Ceci dit, nous, ce dont on a besoin en premier lieu, en termes de quantité d'eau qu'on consomme, c'est d'abord notre alimentation. Notre alimentation, à la fois végétale, animale, c'est là où se retrouve la plus grande quantité d'eau. Alors, c'est pas de l'eau qu'on boit, c'est l'eau qui a été nécessaire pour faire pousser les végétaux, c'est l'eau qui a été nécessaire pour que les animaux puissent s'abreuver et puis puissent eux-mêmes s'alimenter. Donc c'est cette concentration d'eau à travers l'alimentation qui est la première utilisation. La deuxième utilisation... Ça représente combien? C'est la moitié de... Alors c'est très variable en fonction de nos modes de consommation. Les estimations... globales sont forcément différentes en fonction de nombre de facteurs. Le deuxième grand pôle, c'est celui de l'industrie. C'est ce que nous fabriquons. Quel que soit le produit qu'on fabrique, ce produit a besoin d'eau. La troisième utilisation, c'est l'utilisation domestique. Enfin, il y a une quatrième utilisation qui, en France, est le plus gros des captages, mais c'est aussi la plus grande restitution, c'est la question de l'énergie. Refroidissement des centrales nucléaires en France est le premier captage, mais aussi la première restitution. Et enfin, entre un Américain et un Indien, le niveau de consommation d'eau est extrêmement différent. Ce ne sont pas juste un facteur de 2 ou 3, ce sont éventuellement 1 ou 2 ordres de grandeur, 10 ou peut-être plus que 10 fois plus. Donc ce sont des modulations qui sont extrêmement fortes dans les usages en fonction de nos modes de consommation. Et est-ce que nous pouvons raisonnablement faire des économies aussi en termes d'eau, ou mieux la partager à ce moment-là s'il y a... Comment voir les choses du point de vue des consommations? Parce qu'il y a des inégalités, je suppose, très très fortes, comme vous venez de le dire, entre l'Afrique, par exemple, et puis les pays, disons, du nord de l'Europe, ou les États-Unis, le Canada. Donc, comment est-ce qu'on peut voir cette évolution de la consommation et du partage, peut-être, dans les années qui viennent et dans le futur? Les inégalités sont effectivement extrêmement fortes. Et oui, on s'attaque à ces questions d'inégalité. On s'y est déjà attaqué. Le fait de réaliser un commerce sur l'alimentation est aussi destiné à pouvoir non pas supprimer, mais réduire en petite partie ces inégalités. Quand on cultive du blé dans des zones qui sont fertiles, riches en eau, et qu'on les transfère dans des zones qui ont beaucoup moins de ressources, à travers ce transfert, c'est de l'eau que l'on transfère. On appelle ça en termes techniques l'eau virtuelle. Quand on fait voyager 1 kilo de blé, c'est beaucoup plus qu'1 kilo de blé en termes d'eau qui voyage. Ceci dit, il y a des limites à ces transferts. La première limite, c'est une question de dépendance, qui n'est pas du tout mon domaine, qui est une question de dépendance économique, de dépendance politique. Oui. Il y a aussi une autre limite, qui est le fait qu'on a besoin localement de ressources. Dans l'avenir, et ça c'est un effet absolument déterminant, c'est un facteur absolument déterminant, les inégalités en termes de répartition de l'eau vont augmenter.
Si il est extrêmement difficile pour un climatologue de vous dire combien de précipitations vous allez avoir dans les 10 prochaines années, même dans le prochain siècle chez vous, ce qu'ils peuvent vous dire de façon certaine, c'est que les inégalités de répartition vont augmenter. Comment prendre en compte ces inégalités de répartition ? Alors, est-ce que ce ne sera pas seulement la pluviométrie qui va jouer là-dessus? C'est aussi toute une infrastructure de distribution d'eau, de captage, qui vont jouer aussi? Oui, bien sûr, on va chercher des solutions. Je parlais tout à l'heure de solutions en tant qu'ingénieur, et on va continuer à chercher ce type de solutions. Néanmoins, le premier facteur, c'est celui de notre consommation. Quels sont nos choix de consommation ? Comment est-ce qu'on évalue l'importance de ces choix de consommation dans la ressource ? On a ce concept d'empreinte carbone que vous connaissez. Oui, alors là, qui fait causer beaucoup, mais on parle moins de l'eau à ce niveau-là. On en parle quand il y a des événements précis. Par exemple, l'Espagne qui faisait venir de l'eau en bateau. On va y revenir aussi parce que c'est une source de conflit potentiel dans certains endroits. Mais on ne parle pas de l'eau comme étant au même niveau, je dirais, que le CO2, que tout ce qui est lié à la pollution. Donc, il existe bien une limitation sur le carbone qui est extrêmement forte. Il existe aussi une limitation sur l'eau, comme il existe une empreinte carbone. Il commence à exister une empreinte eau. Quelle est mon empreinte sur l'eau, qui est une empreinte double, à la fois sur la quantité, et on a parlé de la quantité, on a parlé de cette inégale répartition, on parle aussi de notre empreinte, c'est-à-dire combien est-ce que j'utilise d'eau en termes quantitatifs. Il y a aussi une question qualitative sur l'eau. L'eau que j'utilise, c'est pas simplement une disponibilité en termes de quantité, mais aussi une disponibilité en termes de qualité. Oui, on y reviendra. Quelle qualité est-ce que je peux prétendre ? On y reviendra aussi, mais sur cette empreinte eau, on n'entend pas parler énormément dans les médias, dans le discours politique non plus. Enfin, je pense qu'il y a un décalage quand même à ce niveau-là. Ça va devenir de plus en plus présent, à votre avis ? L'empreinte eau est quelque chose que l'on analyse, que l'on étudie d'un point de vue scientifique, notamment dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle l'eau bien commun, One Water, qui est financé par le ministère de la Recherche sur un plan d'épargne France 2030 sur 10 ans, et dont un des objectifs est de pouvoir définir cette empreinte et puis de pouvoir faire en sorte que cette empreinte soit une référence. Soit une référence pour les scientifiques, soit une référence pour les sociétés, soit une référence pour le grand public, et soit un moyen de transfert de connaissances, un moyen d'appropriation de cette perception de l'eau comme un bien rare. Parce que finalement, ce que vous dites ici, c'est que l'eau est aussi un bien rare. On ne s'en rend pas compte, notamment justement, en Bretagne. Oui. Mais en Bretagne, on y reviendra probablement tout à l'heure, il est aussi un bien rare par moment. Non, justement, et donc, alors, l'exemple de la France, mais au niveau de l'Europe, au niveau mondial, il y a ce mouvement de mobilisation, je dirais, quelque part, et de prise de conscience qui est lancé déjà aujourd'hui et qui va se renforcer dans les années qui viennent. Il y a une prise de conscience... à savoir si cette prise de conscience est suivie d'effets, est suivie d'actions. C'est ça. Oui, effectivement, on sait que l'eau, c'est la vie et qu'il y a une très forte propension à avoir une qualité d'eau, une quantité d'eau qui nous permet de vivre confortablement. On ne s'en rend pas compte quand on l'a, quand on ne l'a pas, et nombre de régions ne l'ont pas. Sud de la France, par exemple, sud-est de la France, l'année dernière, on s'en est bien rendu compte, dans des pays, c'est un enjeu crucial. L'Australie, il y a quelques années, où il y avait des épisodes de sécheresse longs, l'eau était tous les jours dans l'actualité. Dans les médias, on ne parlait que de ça. Donc oui, on s'en rend compte, spatialement, temporellement, à certains endroits, quand ça nous manque. Quand ça nous manque moins, vous le disiez aussi un peu tout à l'heure,
la prise de conscience est plus difficile. Alors que des problématiques telles que le dioxyde de carbone, le CO2, ce sont des problématiques dont on se rend peut-être plus compte d'un point de vue médiatique, d'un point de vue réchauffement, effet de serre, et qui sont moins perceptibles au quotidien. Donc ce sont deux perceptions qui sont très différentes. Non, mais c'est intéressant d'avoir justement cet échange aujourd'hui, parce que je pense que, et vous devez en être convaincu, il va falloir certainement évoluer aussi dans nos pratiques, nos consommations, notre vision aussi de la Terre et de l'humanité à terme. Alors, dans une émission précédente, j'avais comme invité Jean-François Carpentier qui venait parler du traitement des déchets plastiques. Et on a parlé tout de suite de la qualité de l'eau, enfin de la quantité, mais de la qualité. La qualité, alors, quelle est la situation aujourd'hui, de votre point de vue, sur ce grand problème aussi? La qualité de l'eau est le reflet de notre société. En Bretagne, par exemple, notre plus grand enjeu sur la qualité de l'eau, et ça fait depuis plusieurs décennies que nous sommes confrontés à cet enjeu, c'est la question des contaminations diffuses d'origine agricole. Il s'agit à un moment donné de l'azote, des nitrates. Aujourd'hui, on est toujours dans cette problématique des nitrates. Il s'agit aussi des pesticides. Notre territoire est un territoire agricole. Et naturellement, nous sommes confrontés à des contaminations qui sont d'origine agricole. La question n'est clairement pas d'avoir une eau pure. La question est de savoir comment faire cohabiter des usages type agricole avec une qualité de l'environnement qui soit la meilleure possible. Donc ce sont des équilibres à trouver. Et ces équilibres, ce sont des questions qui sont à la fois scientifiques, pouvoir saisir comment est-ce que notre territoire évolue avec ces pesticides, avec ces contaminations, pouvoir évoluer sur nos productions agricoles, et puis pouvoir aussi, d'un point de vue scientifique, percevoir l'ensemble de cycles et d'un point de vue sociétal, décider avec naturellement un système qui est un système électoral, politique, et puis un système culturel. On parlait de la situation en Bretagne, mais la situation plus globalement au niveau du globe, on trouve les mêmes problèmes un petit peu partout sur la qualité de l'eau, je dirais. On a parlé là, évidemment, des produits, des effets de l'agriculture, mais ailleurs, est-ce que la qualité de l'eau aussi est problématique? Je prends un autre exemple, dans une région très différente, l'Inde. Le nord-est de l'Inde, dont j'ai commencé à un peu parler précédemment, donc partir du Bengale, qui est à côté du Bangladesh, et qui connaît depuis une cinquantaine d'années des épisodes extrêmement forts et chroniques de contamination à l'arsenic. L'arsenic est un métal qui vient de la roche et qui est mis en solution par plusieurs mécanismes qui viennent de la culture intensive du riz. L'Inde a besoin de riz pour pouvoir se nourrir, fait plusieurs récoltes de riz dans l'année. Et pour que les rizières soient fertiles, il faut amener des amendements. Et ces amendements, ces nutriments, quand ils ne sont pas captés par le riz, ils percolent dans le sol. Et dans le sol, ils sont captés par des bactéries qui elles-mêmes vont dissoudre certains minéraux pour pouvoir prendre le fer. Et associé au fer se trouve l'arsenic dans cette région. L'arsenic est mis en solution. Il est ensuite pompé pour alimenter la rizière sur la récolte suivante. Et après, il repercole de nouveau. L'eau, elle fonctionne à ce moment-là en circuit fermé. Il y a peu de circulation souterraine parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour alimenter les rizières. Et petit à petit, la concentration d'arsenic dans l'eau augmente. Et les contaminations, les concentrations en arsenic dans cette eau sont extrêmement fortes. Plus de 10 fois, 100 fois supérieures au maximum des normes que nous avons chez nous. Les problèmes épidémiologiques sont dantesques. La qualité de l'eau peut être, dans certaines régions, un facteur qui n'est pas un facteur limitant la production, qui est un facteur qui affecte directement la santé.
Là, c'est impressionnant, cet exemple. Ça veut dire qu'il y en a aussi... Donc, le riz lui-même peut devenir impropre à la consommation simplement avec ces transformations chimiques successives qui se produisent. C'est l'eau qui est impropre à la consommation. Mais le riz, lui, il va utiliser l'eau, il va filtrer les éléments dont il n'a pas besoin. En revanche, l'eau qui est dans la rizière et que va utiliser le village voisin, cette eau-là, elle est extrêmement contaminée. Et la décontaminer, oui, c'est possible. Ça demande des moyens, une infrastructure, une organisation que certaines régions peuvent se permettre d'un point de vue financier, d'un point de vue aussi héritage. La question de l'eau est beaucoup une question d'héritage et c'est pas le cas en Inde. Mais le riz lui-même ne sera pas affecté. Non, le riz, les aliments ne sont pas directement affectés ou très peu. C'est l'eau qu'on consomme qui est affectée. Il n'y a pas d'autres exemples qui, justement, atteignent finalement la plante et la nourriture que nous pouvons manger ensuite nous-mêmes. Il y a les végétaux qui, eux, utilisent, filtrent. Naturellement, ils sont affectés par la qualité de l'eau, leur croissance est affectée. Mais l'essentiel de l'impact se trouve directement à partir de l'eau qu'on consomme. Et de façon très négligeable à partir des végétaux. Tout simplement parce qu'on boit cette eau qui n'est pas traitée. Il y a d'autres exemples, une autre partie de l'Inde, dans le centre de l'Inde, où ce n'est pas de l'arsenic, mais du fluor, qui induit une maladie qui s'appelle la fluorite. C'est pour ça qu'on vous demande, ou on demande aux enfants de ne pas avaler le dentifrice. Parce que le fluor est un calcifiant, il permet de fixer le calcium, et quand on en prend beaucoup, ce qui est le cas dans le centre de l'Inde, à ce moment-là, on a des problèmes d'excroissance osseuse, on a des problèmes aussi de dégénérescence visuelle et de dégénérescence cérébrale. Ce ne sont pas quelques années d'espérance de vie qu'on perd, ce sont des dizaines d'années. L'espérance de vie dans ces territoires peut être de plusieurs dizaines d'années inférieure à ce qu'elle est dans d'autres territoires. Est-ce que ça veut dire, à travers les 2 ou 3 exemples qu'on vient d'entendre, est-ce que ça veut dire que dans votre discipline, finalement, vous êtes amené à traiter des aspects chimiques comme des aspects de santé publique? Est-ce que vous avez cette, à l'OSUR, et peut-être ailleurs, ces multiples compétences qui permettent d'observer et de comprendre les choses de manière beaucoup plus globale que finalement le composeur de base qui est l'eau H2O. Tout à fait. Et c'est ça qui est absolument déterminant, pouvoir à la fois avancer sur les questions de mesure, vous en parliez tout à l'heure, sur les questions d'observation de la qualité de l'eau, et également de pouvoir relier ces observations-là à une question d'organisation, organisation économique, organisation sociétale, organisation politique, que les décisions, que la perception soit bien établie sur une vision et une vision actuelle de ce qui se passe, de ce qui évolue. La question de l'eau n'est pas celle de l'eau seule, c'est la question de l'alimentation, on en a parlé. On pourrait parler de la question de la production. Oui. Et c'est ça qui est le facteur sur lequel on pourra avancer, c'est de faire de l'eau un sujet qui nous concerne tous et qui concerne nos différents secteurs, de la production à la consommation, en passant naturellement par cette dimension culturelle de l'eau, dont on n'a pas parlé, qui n'est absolument pas ma spécialité, mais l'eau a aussi un très fort aspect culturel. Alors, est-ce qu'on peut le développer? Parce qu'on vient de l'évoquer, donc dans quel sens? Alors, l'eau devient un objet culturel. Oui. Autour de l'eau, on a écrit de la poésie, on a écrit des livres, ça. Mais en tant qu'objet culturel, est-ce que ça veut dire que suivant les sociétés, la place de l'eau n'est pas la même, mis à part l'alimentation peut-être, mais sur d'autres plans, ça peut être très très différent suivant la culture? L'eau est quelque chose qui est de l'ordre du bien commun. Aujourd'hui, on l'appelle le bien commun. C'est pas quelque chose de nouveau. L'eau est, de prime abord, dans les sociétés, à la racine de notre partie culturelle,
et notamment parce qu'elle fait partie des biens spirituels. Hier, et c'est pas mon domaine, mais un exemple, en Nouvelle-Calédonie, vous trouverez une continuité très forte entre les sociétés et l'eau. Quelqu'un qui va vous parler de l'eau, vous parler d'une rivière, va pouvoir vous dire « je suis la rivière ». Non pas je vais me promener le long de la rivière, mais je suis du verbe être. Et cette continuité est extrêmement forte. On sait bien aussi qu'il y a autour de la relation entre les sources et la spiritualité, que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays. Et je pense qu'il y a quelque chose de très profond là, c'est que nous dépendons de l'eau, et comme nous dépendons de l'eau, nous en avons fait un bien. Et cette racine, elle continue à exister aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas mon domaine scientifique, je pourrais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. En revanche, il est certain que cette notion, cette dimension du bien commun est absolument cruciale dans la question de la ressource en eau. Nous sommes dans l'émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences avec Jean-Reynald Dedrezy. Nous parlons de l'eau. Cette émission Radio Laser, elle a été créée en partenariat avec une plateforme culturelle qui s'intitule Unidiver, qui est une plateforme culturelle de Rennes. Alors, on a traité déjà beaucoup de choses. On parlait là de la mesure, de l'observation, de la qualité, des quantités, des évolutions. On n'a pas parlé encore de réchauffement climatique. On va être obligé, évidemment, d'aborder cette question. Et alors, on le fait maintenant ou on le fait un petit peu après, comme vous voulez. Je ne sais pas si... On peut parler peut-être aussi d'événements d'actualité. Je crois qu'il y a un gros différend actuellement entre le Pakistan et l'Inde au sujet de l'eau. Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à ce que ce genre de problème existe dans multiples endroits du globe ou est-ce que la raison l'emportera sur des intérêts particuliers? Comment vous voyez... Bon, on peut prendre l'exemple du Pakistan et de l'Inde, mais et puis derrière tout ça, il y a aussi peut-être vos commentaires aussi sur les glaciers, sur ce qui peut arriver demain aussi. Sur la question des tensions, oui. Des tensions interrégionales, ces tensions existent. On ne peut pas les ignorer. Ces tensions, elles viennent naturellement de facteurs de raréfaction de la ressource. Raréfaction qui peut être liée au climat, vous en avez parlé, et qui sont liées aussi directement aux usages. On en a parlé. Ces tensions, elles peuvent être génératrices de conflits ou génératrices de solidarité. Et là, on revient à la question de l'organisation, à la question de l'organisation de l'utilisation. L'inégale répartition de la ressource, c'est pas quelque chose qu'on a créé au départ. C'est quelque chose qui nous est imposé par notre système climatique, par la nature elle-même. Savoir ce que nous en faisons. Je prends un autre exemple que ceux que vous avez cités, pour revenir sur notre territoire de la Bretagne. Les tensions ne sont pas les mêmes. Elles existent néanmoins. Je crois, entre les Côtes d'Armor et l'Île-et-Vilaine, il n'y a pas longtemps, ça paraissait complètement déplacé, je dirais d'une certaine manière. Mais c'est à ça que vous voulez faire allusion ? Il y a deux exemples. Je vais prendre deux exemples. Je ne pensais pas à celui-ci, je pensais à un autre. Donc ça fera deux exemples. Le premier, c'est celui du fait que même en Ille-et-Vilaine, entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor, il y a des différences qui sont significatives. Si vous prenez par exemple l'Ille-et-Vilaine, un taux de précipitation annuel 800 mm par an. Dans le Finistère, 1500, quasiment 2 fois plus. L'Ille-et-Vilaine est un bassin qui est... pas le même accès au climat que du côté du Finistère. Donc oui, il y a des inégalités sur le territoire. Ces inégalités, elles sont bien connues. Les syndicats qui gèrent la ressource s'adaptent, cherchent, et c'est pas nouveau, depuis de nombreuses années, depuis des décennies, des méthodes. Et je ne parle pas de solutions, je parle bien de méthodes pour pouvoir s'adapter. La première qu'on trouve,
et celle qui est intuitive, et celle dans laquelle ils se sont lancés depuis longtemps, c'est d'interconnecter les différentes ressources, de façon à ce que, localement, quand quelqu'un manque de ressources, il puisse être suppléé par son voisin. Et ça, à des échelles territoriales qui sont de plus en plus larges. Je crois qu'on peut reconnaître aux acteurs du territoire, syndicats, mais également les collectivités, les élus, de s'être mobilisés sur cette question depuis de nombreuses années et de l'avoir fait avec à la fois intelligence, persévérance et succès. Ça ne veut pas dire que si on a un épisode majeur et que tout le monde manque d'eau, on aura pu, grâce à ce système, faire face à cet événement. Mais pour de nombreux événements, on s'organise. Le deuxième exemple sur la question des solidarités, parce que vous me parliez de l'inégale répartition, des tensions. Les tensions, je vous disais, ça peut être facteur de conflit ou de solidarité. C'était un premier exemple de solidarité. Le deuxième exemple de solidarité, c'est celui des inégalités entre l'amont et l'aval. La personne qui est en amont a naturellement plus d'accès à la ressource que celui qui est en aval. En aval, où on va hériter de ce qui s'est passé en amont. Si en amont, on a des problématiques d'utilisation quantitative ou de contamination de la ressource, en aval, on a des conséquences. Pour nous, en Bretagne, c'est directement lié aux épisodes de bloom algae, d'algues vertes, où c'est l'amont qui est producteur de ces éléments, de ces nutriments, de ces algues vertes qui vont se déposer en aval. Et il y a besoin de ces solidarités. On le sait en Bretagne, et les politiques qui émergent, qui continuent à émerger, prennent pleinement en compte ces aspects-là. Je ne dis pas qu'elles sont arrivées au bout, loin de là. En revanche, ces questions solidarité amont-aval sont pleinement prises en compte par les territoires. Et je pense qu'elles doivent être aussi pleinement perceptibles par chacun de nous. C'est aussi cet enjeu de l'eau comme bien commun de pouvoir se rassembler autour de transferts qui sont des transferts économiques. Quand en amont, on a besoin de diminuer sa production, il faut qu'on soit subventionné par l'aval, ou il faut qu'il y ait un transfert équivalent de l'aval. Alors, là, on vient de parler de la Bretagne, donc on a bien compris qu'il y a des actions de long terme qui ont été engagées et qui continueront demain. Si on balaye la France, est-ce que la logique est la même un petit peu partout sur le territoire français ? Vous allez trouver nombre de situations particulières. Je vais prendre un autre exemple. Un exemple qui est particulièrement épineux, celui des méga-bassines. Et c'est pas vous qui l'abordez, c'est moi qui l'aborde. La question des méga-bassines est une question qui est extrêmement intéressante, à tout point de vue. Quand on regarde tous les arguments qui ont été développés, nombre d'entre eux. Des uns et des autres, alors. Des uns et des autres. Il n'y a aucun argument qui permet de disqualifier l'impact, disqualifier l'intérêt d'une méga-bassine en soi. Une. Même 10. Une méga-bassine, 10 méga-bassines ne sont pas un problème. Et on pourrait y passer une émission complète et reprendre chacun des arguments l'un après l'autre. On peut aussi voir ce qui se passe sur l'ensemble des méga-bassines. Ce ne sont pas des projets qui sont réplicables. Créer d'autres systèmes de méga-bassines dans le même bassin versant, à 3, 4, 5, 6 endroits, c'est un problème. Donc une méga-bassine n'est pas un problème. Des méga-bassines ne sont pas une solution. Et c'est aussi en étudiant la relation entre l'eau et les territoires, la volonté d'évolution, de partage de la ressource, en discutant territorialement, et cet aspect territorial est absolument déterminant. On ne résoudra les questions d'eau qu'en en discutant de façon locale. Ce qui se passe sur un territoire n'est pas applicable, n'est pas transposable directement à ce qui se passe dans un autre. Et la question de l'eau est une question éminemment territoriale. Elle n'est pas uniquement territoriale, mais elle est éminemment territoriale. Et elle ne peut être abordée que dans une discussion des différents partenaires. Nous avons évolué en France là-dessus. On a des organisations, on a des institutions qui nous permettent de faire ça. Pas suffisamment. Il faut aller plus loin et plus loin localement.
Il y en a une en Bretagne qui couvre, je crois, Pays de Loire et Bretagne. C'est un lieu de discussion, justement, un lieu d'échange, un lieu de travail aussi, je crois. Oui. Ça fonctionne, me semble-t-il. On a des lieux de discussion en France à différentes échelles. À l'échelle des grandes unités hydrologiques, donc les agences de l'eau. Pour nous, l'agence de l'eau Loire-Bretagne. On a des organisations qui sont plus locales, dans les SAGE. On a cet atout de nous diriger vers cette discussion. Cette discussion, elle mobilise aussi plus localement encore. Et tout l'intérêt de l'enjeu eau, c'est de rassembler les personnes. Toute la difficulté aussi, c'est de rassembler les personnes. Et rassembler à l'échelle des bassins versants. L'échelle des bassins versants, c'est ce qui alimente la rivière. Un bassin versant, c'est ce qui va alimenter une rivière. Nous, sur notre territoire, notre plus grand bassin versant, c'est celui de la Vilaine. On a nombre d'autres bassins versants. C'est l'unité hydrologique de base. Ce n'est pas notre seule unité administrative. On a d'autres unités administratives. Mais c'est à cette échelle-là aussi que la discussion peut s'établir, parce que c'est là où on a la partie amont, la partie aval du cycle, c'est là où on a nos ressources, et c'est dans cette discussion territoriale, dans cette prise de conscience de l'eau, comme un facteur, je ne dis pas que c'est le seul, comme un facteur d'évolution de nos territoires, un facteur de discussion. Donc on peut espérer que cette logique de responsabilité, de partage, soit généralisée au niveau du continent, et au-delà du continent, au niveau de notre terre. Oui, et c'est quelque chose que l'on sait très bien. C'est quelque chose que l'on oublie dans les périodes fastes, où on dispose de beaucoup d'eau. Oui. Je vais prendre un exemple qui n'est pas sur notre territoire et qui n'est pas non plus dans notre époque. C'est l'exemple de la civilisation d'Angkor, que vous connaissez peut-être, au Cambodge, donc dans le sud-est asiatique, qui était une civilisation khmer, qui était une civilisation extrêmement prospère. Première millénaire, et qui périclite très vite, à la fin du premier millénaire. Les archéologues se sont posé la question, pourquoi est-ce que cette civilisation a périclité aussi vite ? Il y a naturellement plusieurs facteurs, multiples facteurs. Premier facteur a été probablement que cette civilisation puissante s'était fait nombre d'ennemis autour, et au moment où elle est devenue moins influente, où elle a eu moins de ressources, elle s'est confrontée à ses ennemis qui se sont rattrapés. Ceci dit, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y avait eu des variations climatiques à l'époque, et le succès de la civilisation encore, ça a été de pouvoir maîtriser un cycle hydrologique, celui du Tonlé Sap, le fleuve qui arrive sur les rives d'Angkor, qui est alimenté la moitié de l'année par le Mékong, le grand fleuve voisin. Donc pendant la moitié de l'année, le Mékong se déverse dans le Tonlé Sap et l'eau remonte le fleuve, ce qui est quand même surprenant. Et l'autre moitié de l'année, le Tonlé Sap se déverse dans le Mékong, et à ce moment-là, le Tonlé Sap, qui est un grand lac également, va se réduire. Pendant la première moitié de l'année, on a une fertilisation des sols, ce qui permet d'avoir des sols extrêmement fertiles, de la production agricole, du développement économique, du développement démographique, de la puissance politique. Et puis l'autre moitié de l'année, à ce moment-là, on cultive et on développe cette culture. La raison pour laquelle il y a eu cette civilisation qui a périclité très vite, c'est que le cycle hydrologique a changé. Et ils n'ont pas pu s'adapter assez vite pour pouvoir faire face à cela. Je pense que c'est un exemple aussi qui peut nous inspirer. Ce n'est pas au moment où on est dans la crise que l'on peut s'adapter. C'est en anticipant. Et je crois que le recul historique de ces événements, d'autres, cette prise de conscience, elle est nécessaire. C'est ce qu'on fait d'un point de vue territorial. Je pense que c'est aussi quelque chose que l'on doit faire, chacun de nous, au moment où on a une situation calme, c'est là où on peut s'adapter. C'est là où on peut réfléchir et
poser les choses tranquillement, sans la pression de l'angoisse ou du manque, parce que l'eau reste évidemment l'élément essentiel à la vie. Ma question sur les glaciers, parce que je pensais au Pakistan et à l'Inde, parce que là, on a des chaînes évidemment très, très importantes. La disparition des glaciers, est-ce que ça va bousculer les choses de manière importante? De façon absolument cruciale. Les grands bassins de population sur la Terre sont d'abord les bassins de population dans lesquels les réserves en eau ont été très disponibles et très sûres. La raison pour laquelle l'Inde, pour laquelle la Chine sont des pays avec une forte population, c'est aussi parce qu'ils se sont développés plus rapidement qu'en Afrique, par exemple, où la croissance démographique a été moins forte. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des rythmes hydrologiques, des cycles hydrologiques qui étaient extrêmement pérennes. Et ces cycles hydrologiques, ils viennent de ce qu'il y a à l'Himalaya, qui est la plus grande chaîne de montagnes à côté. Et cet Himalaya va pouvoir fournir de l'eau de façon régulière tous les ans, ce qui n'est pas le cas sur d'autres territoires. Donc oui, la modification de ces cycles hydrologiques, comme elle a été déterminante pour la croissance démographique, elle va être déterminante pour nous, pour notre évolution. Donc, grand danger qui peut exister dans ces zones. Évolution majeure des cycles hydrologiques, évolution majeure de l'agriculture, construire de la déjà société. Des solutions par anticipation et... S'adapter autant qu'on peut en avance de phase, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on est bien sur cette question des solutions. Parce qu'on a dressé quand même un panorama qui est un panorama difficile. Sans parler de panorama noir, c'est un panorama difficile. La question des solutions, et on a parlé, les solutions, elles sont d'abord dans l'ordre d'une société, d'une économie, d'une politique éclairée par une perception des répartitions, des inégalités de répartition dont on a parlé, des perceptions aussi des évolutions. Et c'est ça notre solution. Notre solution, c'est pas une question d'ingénieur seul. Je vous ai dit, je suis ingénieur au départ, et l'ingénierie n'est clairement pas la source unique de solution. Et ce serait une illusion d'aller vers là, ce qu'on appelle le technosolutionnisme. La solution, c'est une solution de la société dans son ensemble. Je crois que nous sommes en phase sur ce plan-là. Alors, un autre phénomène, c'est la démographie. Est-ce que ça va être un des paramètres aussi du problème au départ? Et puis l'autre, évidemment, un grand facteur, c'est le climat. Alors, la démographie, elle va peut-être se stabiliser un jour ou l'autre sur la Terre, donc du coup, elle ne ferait plus partie du problème. Je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus. Le climat, par contre, lui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sur la bonne trajectoire du point de vue climat, avec des différences de point de vue considérables entre certains pays. Donc, démographie et puis climat. Quelques éléments de base, parce que, évidemment, c'est des questions qui demanderaient des échanges très, très longs. La démographie, de façon assez directe, plus on augmente le nombre de personnes, plus il y a la consommation, mais aussi, et peut-être surtout, si on augmente notre niveau de consommation, à ce moment-là, notre impact est plus fort. Donc là, on arrive sur un problème qui est philosophique, un problème qui est aussi un problème personnel, de perception. Si on consomme chacun comme un Américain, on sera plus 9 milliards sur la planète, mais quelque chose qui approcherait les 50 ou les 60 milliards. Sur la question du climat, les inégalités de répartition vont augmenter, je vous le disais tout à l'heure. Et la première conséquence des inégalités de répartition, c'est la question des migrations. Des migrations qui vont être évidemment impératives pour les populations. Et d'un point de vue migration, on n'a rien vu d'un point de vue migration encore. Les premières migrations, quand vous regardez les grands flux migratoires, c'est pas mon domaine, mais
une chose que je peux vous dire, c'est que les premières migrations sont des migrations d'abord intracontinentales. Nous, ce qu'on voit d'un point de vue flux migratoire, c'est bien inférieur à ce qui existe déjà de façon intracontinentale, par exemple en Afrique. Et oui, on va continuer à avoir des migrations. Et oui, les facteurs migratoires sont des facteurs essentiels environnementaux, naturels, climatiques. Et si on ne s'attaque pas à la question de ces facteurs-là, les migrations sont pas uniquement inévitables, elles sont naturelles. Et là encore, on parle de l'Afrique par exemple, mais on pourrait parler d'autres continents. Il y a des solutions qui pourraient être mises en place. Seront-elles mises en place pour justement permettre, parce que les migrations ne sont pas forcément désirées par les populations, hein. Elles sont souvent forcées lorsqu'il y a des guerres, elles sont forcées aussi lorsqu'on ne peut plus se nourrir. Mais est-ce que on voit émerger dans les pays qui ne souffrent pas d'un certain nombre de ces handicaps des politiques qui vont permettre aux populations concernées de rester sur place avec les moyens de vivre qui sont nécessaires? Ou est-ce qu'on est très loin de tout ça? Vous savez qu'il y a le premier facteur de migration, comme vous le dites très bien, c'est un facteur de ressources. Je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est le premier. Et là, on revient à la question des gaz à effet de serre, à la question du dioxyde de carbone, à la question de nos modes de vie. Et ça, c'est le facteur qui est absolument déterminant. On est sur des tendances qui sont lourdes, avec des territoires qui seront plus compliqués à habiter. Et quelle que soit l'organisation, quel que soit le soutien qu'on peut apporter, les transferts financiers qu'on peut apporter, notre première mission, c'est de nous attaquer chacun à cette question des émissions de gaz à effet de serre et chacun pouvoir y réfléchir, pouvoir se déterminer vis-à-vis des impacts de nos modes de vie. Oui, c'est donc par l'examen et l'analyse et puis la solution du problème global climatique qu'on pourra trouver des solutions dans certaines zones continentales qui souffrent déjà d'ailleurs. Hein. Oui, je ne suis pas du tout le premier ni le seul, et bien heureusement, à dire que la solution est d'abord individuelle. C'est parce que j'évolue dans mon mode de vie, dans mon mode de consommation, qu'il y a une évolution globale sur l'ensemble de la planète. Donc il faut parier sur l'intelligence humaine et sur la solidarité dont vous avez mentionné plusieurs fois le terme. Il faut parier sur ces deux aspects de l'humanité. Bien sûr, sur la perception du bien commun, et c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Bon, je crois que c'est un des éléments qui nous servira de conclusion. Alors, comme nous avons des auditeurs et des auditrices de tout âge, finalement, l'émission est faite aussi pour justement discuter de sujets de société scientifique, sur une base scientifique, et puis aussi de créer éventuellement des vocations pour les jeunes auditrices et les jeunes auditeurs. Si, dans ce paysage de l'eau, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui qui pourrait les inciter à se passionner pour la recherche dans ce domaine-là? Pas seulement la recherche d'ailleurs, qui peut être fondamentale ou qui peut être appliquée ou qui peut aller justement vers des solutions qui correspondent à l'appel que vous faites en fait, quelque part. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes? Je dirais 3 choses. La première, c'est que c'est un domaine qui a besoin de nouvelles perceptions, qui a besoin de nouvelles solutions, qui a besoin de nouveautés. On n'arrivera pas à avancer sur cette question, sur cette problématique de l'eau, sans nouveauté. La deuxième, quel que soit le talent qu'on a. Je vous ai dit, moi je suis ingénieur, mon truc ce sont les maths, la physique au départ, mais quelle que soit la compétence qu'on a, que ce soit du domaine de l'ingénierie, du domaine des sciences politiques, du domaine de l'économie, du domaine de la société, chacun des domaines est absolument nécessaire. Et la troisième, c'est cette notion qu'on a abordée tout à l'heure,
qui est cette notion du bien commun. Je pense que c'est quelque chose qui anime profondément chacun de nous et qui est destiné à nous transformer et à être inspirant, à transformer les autres. Donc c'est un métier où on a à la fois capacité à exercer ses compétences et puis aussi une certaine vision de l'humain qu'on partage profondément tous, qui est cette vision du collectif, cette notion du bien commun. Je crois que c'est une très très belle conclusion et je crois que ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent ont entendu le message à la fois d'humanité, mais en même temps de pluridisciplinarité et de cette volonté absolue de ne pas masquer les problèmes, mais au contraire de proposer des solutions. Merci Jean Raynal pour ce bon moment sur la problématique de l'eau et j'espère qu'un certain nombre de messages verront des actions qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez. Je vous remercie pour ce moment fort agréable. J'ai été extrêmement heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, rendez-vous le mois prochain pour une émission qui va nous amener cette fois dans le domaine de l'histoire, puisque Voyage extraordinaire dans le domaine des sciences avait été ouverte avec quelqu'un que vous connaissez, qui est André l'Espagnol, qui est un ancien vice-président de la région Bretagne et qui était historien. Et pour bien marquer que ce que vous venez de dire, exactement, qu'il ne doit pas y avoir de frontières entre les sciences, disons, dures, parce que ce n'est pas d'autres mots qu'on utilise en général, et les sciences humaines et sociales. Et donc l'exemple de l'eau est un très très bel exemple de cette volonté d'aller partager le champ des connaissances. Donc merci encore Jean Raynal, et puis bon vent pour les prochains projets. Merci, au revoir. Au revoir.